Bonjour à tous et bienvenue dans CyberTalk, le podcast de la Cyber Security Coalition, podcast mensuel dans lequel j'interviewe des personnalités du monde de la sécurité en ligne. Et aujourd'hui, on sort un tout petit peu de notre domaine parce que j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Case, qui est porte-parole au Centre de crise nationale, pour parler finalement des conséquences qui pourraient potentiellement décourir d'une guerre hybride. Imaginons, et c'est un scénario totalement théorique, et pourtant, les conséquences viennent de se passer en Espagne très récemment, mais imaginez que demain, un État déclare la guerre à l'Europe ou à la Belgique et arrive à couper le réseau électrique complet du pays. Imaginez que vous appuyez sur l'interrupteur, il n'y a plus d'électricité. Vous prenez votre téléphone, mais il n'y a plus de téléphone ou il n'y a plus d'Internet. Comment est-ce que l'on va s'organiser ? Alors, bonjour Thomas, bienvenue dans le podcast, ça me fait très plaisir de te recevoir. Bonjour. Et peut-être ma première question, c'est peux-tu m'expliquer ce qu'est le Centre de crise nationale? Quelle est votre mission? Alors le Centre de crise nationale, c'est une organisation qui fait partie en fait du service public fédéral de l'intérieur, donc qui dépend du ministre de la Sécurité et de l'Intérieur. Notre mission, on a plusieurs missions évidemment, mais la mission qui nous concerne ici, c'est évidemment la gestion de crise et la gestion de crise de grande ampleur. On a notamment au sein du Centre de crise nationale un service qu'on appelle la permanence. La permanence, c'est un point de contact 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et dès qu'il y a un événement, que ce soit en Belgique ou même en dehors de la Belgique, mais qui peut porter atteinte à la sécurité de la population en Belgique, on commence à suivre cet événement, on commence à récolter des infos, à échanger des informations avec tous nos partenaires concernés. Et comme ça, on est prêt à réagir le plus efficacement et le plus rapidement possible si la situation s'aggrave. Pour être très clair, et tu l'as dit, si jamais, c'est notre scénario du jour, il n'y a plus d'électricité suite à une cyberattaque, vous n'êtes pas responsable de la gestion des cyberattaques en Belgique, c'est le CCB, le Centre pour la cybersécurité en Belgique, mais évidemment, vous serez en première ligne aussi, puisque vous allez être appelé pour gérer la crise dans le pays. Et d'ailleurs, je fais un petit aparté pour les gens qui nous écoutent, sachez qu'on a préparé cet épisode une semaine avant ce qui s'est passé en Espagne, qui n'est d'ailleurs pas dû à une cyberattaque. Ils y ont pensé, ils ont regardé, et puis finalement, les autorités espagnoles sont revenues pour dire, écoutez, non, c'était pas ça la cause. Mais en fait, ça n'est pas lié du tout. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on pensait que le sujet était intéressant. Mais je reviens, si vraiment, demain, le réseau électrique était coupé, quelle que soit la raison, qu'est-ce qui fonctionne encore? Alors, je vais aussi commencer par une petite aparté. C'est que la semaine passée, quand ça s'est produit en Espagne, moi j'étais en vacances, au soleil, en Bretagne, oui, parfois il y a du soleil. J'ai vu ça dans les médias et je me suis dit, ouïe, 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 mes collègues vont recevoir des tonnes de coups de fil. Toute la presse va demander, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait si ça se passe en Belgique? Alors, il faut savoir que le Centre de crise nationale, une de nos missions, c'est d'identifier les risques au niveau national. Et tous les 3 ans, on sort ce qu'on appelle la BNRA, c'est Belgian National Risk Assessment. Donc, on analyse les grands risques qui pourraient impacter la Belgique. Dans cette analyse, bien entendu, on retrouve la menace d'une pénurie électrique, qui est considérée, cette menace, comme très faible. Pourquoi? Parce qu'on a, à l'heure d'aujourd'hui, on a un réseau électrique très mature, on a des organisations qui sont entraînées à la gestion de crise, qui ont des mécanismes bien huilés auxquels elles pourront se rattacher s'il devait y avoir une situation d'urgence. Donc c'est important de préciser ça aux auditeurs, de bien montrer qu'on a déjà analysé ce risque et qu'on est préparé à y faire face. Et quelles sont les institutions, les organisations qui fonctionnent, enfin, vous savez, et si vous pouvez en parler, parce que peut-être que pour certains, c'est pas public, mais qui ont des générateurs ou des systèmes alternatifs de production d'électricité en cas de coupure importante? Je pense que tout ce qui est soins de santé doit avoir des générateurs pour pouvoir continuer un certain nombre d'heures en cas de blackout. Tout comme les institutions, notamment fédérales, au Centre de crise nationale, nous avons aussi un générateur, par exemple. Maintenant, je ne vais pas pouvoir en dire plus dans ce podcast, mais il est important de pouvoir assurer les services essentiels à la population, même en cas de menace d'une pénurie électrique. Comment est-ce qu'on reste informé? Imaginons,
hein, on l'a dit, il n'y a plus d'électricité, donc il y aurait peut-être potentiellement plus de communication, de télécommunication. En tout cas, ma radio, à moi, elle ne fonctionne pas. Je n'ai plus depuis des années de radio FM qui fonctionnerait sur pile ou sur batterie. Et j'ai pas vraiment l'intention d'en acheter une parce que, soyons clairs, et tu me l'as dit, c'est très rare. Et moi, je connais la sécurité informatique. Bon, ça peut arriver, mais si c'est le cas, ça va pas durer longtemps. On est assez rapide et mature pour récupérer. Mais quand même, dans mon scénario du pire, comment est-ce que je vais rester informé si je n'ai plus moyen de communiquer avec l'extérieur par mon téléphone ou la radio que je n'ai plus puisque j'ai plus d'électricité? Alors c'est certain que c'est un défi hein, pour les autorités de pouvoir continuer à communiquer vers la population. C'est un challenge sur lequel on se penche, hein. Évidemment, hors pénurie électrique, on a tous les moyens modernes pour communiquer. Maintenant, ici, on a la chance en Belgique d'avoir euh, une bonne structure de gestion de crise à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux de gestion de crise en Belgique, le niveau national, le niveau provincial et le niveau local. Ces 3 niveaux sont en contact permanent et peuvent échanger à tout moment des informations. S'il devait y avoir une pénurie d'électricité, on compterait évidemment beaucoup sur nos partenaires de première ligne, c'est-à-dire les communes, pour pouvoir notamment mettre un point d'information à disposition, un point d'information physique à disposition des citoyens de la commune, sur les zones de police aussi, pour pouvoir éventuellement envoyer des voitures de police avec un haut-parleur pour donner les messages les plus importants. Alors on revient aux bases hein, de la communication et parfois le plus efficace, c'est pas un message sur les réseaux sociaux, mais c'est une personne qui fait du porte-à-porte dans les rues, quoi. Donc en gros, je dois pas racheter une radio, hein, je pense pas que ça arrive, mais je garde mon vélo pour pouvoir me rendre dans ma commune et pour lire le message qui sera peut-être imprimé ou en tout cas écrit, ils n'ont plus d'imprimante, écrit sur la porte à ce niveau-là. Mais c'est rassurant. Et comment est-ce que vous travaillez effectivement avec les communes? Parce que tu dis, vous, à votre niveau, vous faites des exercices réguliers. Vous intégrez aussi les 3 niveaux, le provincial et le communal. Il y a dans vos exercices de crise ou en tout cas théoriques, vous entraînez tout le monde déjà? Évidemment, ouais, on entraîne tout le monde. Alors, à la fois, les 3 niveaux sont responsables de l'organisation d'exercices. Il faut savoir que ça peut être des exercices de grande ampleur avec 300 figurants, toutes les structures mobilisées, comme ce fut le cas il y a 2 ou 3 mois à la centrale nucléaire de Tihange, par exemple. Mais ça peut être aussi, et c'est parfois les plus utiles, des petits exercices pour se roder sur les mécanismes de gestion de crise. Tiens, qu'est-ce que je fais si il se passe telle situation d'urgence pendant la nuit? Quelles sont les premières actions que je dois faire? Et par exemple, au sein de mon service communication au centre de crise nationale, on est responsable de s'organiser des petits exercices chaque mois. Et ça peut être, retrouve-moi les coordonnées de contact du porte-parole de telle zone de police, essaye de te connecter sur le site web et publier un article, essaye d'envoyer un billet alerte. Parce que il n'y a rien à faire, mais si pendant 6 mois, on n'utilise pas tel ou tel outil, eh ben, on a tendance à perdre un peu les bons réflexes qui font qu'on réagit le plus rapidement possible lors d'une situation d'urgence, quoi. OK, et tu parles de Bialert, c'est bien, parce que tu me fais une jolie transition là. Comment ça marche? Et est-ce qu'il faut s'inscrire? Ou et si c'est oui, comment est-ce qu'on fait? Parce que les gens qui nous écoutent sont peut-être pas dessus ou ne connaissent peut-être pas. Mais alors, BeAlert, en fait, c'est un système d'alerte qui est mis à disposition des communes en Belgique, également des provinces, et le centre de crise nationale peut évidemment l'utiliser. Il y a plusieurs manières de l'utiliser. Soit on peut envoyer un message, un email, un SMS ou même un appel vocal aux personnes qui sont inscrites à BeAlert. Donc on peut aller s'inscrire très facilement sur le site www.bealert.be. Je t'interromps, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode pour ceux qui n'auraient pas noté. Parfait. Lors d'une situation d'urgence, les communes et les provinces disposent de la possibilité d'envoyer un SMS à toutes les personnes qui se trouvent sur une zone géographique déterminée au préalable, qu'elles soient inscrites ou pas à BeAlert. Ah, comme dans les films, tu es à côté de l'antenne, tu vas recevoir le message. Bien entendu, il s'agit de situations vraiment d'urgence où il faut vraiment donner des recommandations urgentes de sécurité à la population. On ne le fait pas dans toutes les situations. Et on utilise le SMS, pourquoi? Parce que on estime qu'il y a encore
des personnes qui n'ont pas un smartphone, qui ont un vieux GSM, notamment les personnes âgées. Et voilà, on estime qu'on peut encore toucher cette population qui est vulnérable à l'heure actuelle via le SMS. Ok. Et donc, tu le disais, hein, il y a 3 niveaux et la direction, elle est faite au niveau fédéral. Donc, par vous, en fait. C'est vous qui dirigez ou chaque commune a la possibilité de prendre ses décisions quand elle voit, parce qu'on est en crise. Donc, parfois, il faut prendre des décisions rapides. Ça fonctionne comment, la transmission? Alors, c'est une brève explication de la planification d'urgence en Belgique, je vais faire. Imaginons un incendie dans une commune. Euh, Tout peut être réglé entre guillemets sur le terrain. Donc les services de secours, les pompiers sont là. Il y a pas d'autres problèmes. On éteint le feu et voilà. Imaginons que la fumée de cet incendie se propage et qu'il faut évacuer une école, qu'il faut évacuer un hôpital, qu'il y a énormément de questions de la population qui arrivent sur les réseaux sociaux. Alors là, le bourgmestre de la commune peut décider de déclencher ce qu'on appelle une phase communale de gestion de crise, c'est-à-dire qu'il va penser, il va réfléchir à tous les aspects auxquels le terrain ne peut pas penser parce qu'il est occupé sur le terrain, les gens sont occupés à régler la situation. Dans le même ordre d'idée, imaginons que cette fumée se propage sur le territoire d'autres communes ou que l'incendie prend tellement d'ampleur que le bourgmestre n'a pas les moyens d'y faire face. Alors là, le gouverneur peut déclencher ce qu'on appelle une phase provinciale de gestion de crise. Et enfin, last but not least, euh, dans le même ordre d'idée, hein, toujours, si ça prend vraiment beaucoup d'ampleur, plusieurs provinces sont touchées, là, le ministre de la Sécurité de l'Intérieur, en collaboration avec nous, avec le Centre de crise national, on peut déclencher ce qu'on appelle une phase fédérale de gestion de crise, comme ce fut le cas pour le Covid, pour les inondations, pour la traque du militaire Jürgen Konings, pour les attentats du 16 octobre 2023, etc. Donc, on a malheureusement beaucoup d'expérience. Ou heureusement, mais enfin, disons que heureusement, mais à cause d'événements malheureux, finalement. Alors, on m'avait dit quand je suis arrivé au centre de crise nationale qu'il y avait une crise au niveau national tous les 5 ans, mais voilà, on en a déjà vécu pas Ils t'ont mal, menti. sachant que mon premier jour au centre de crise nationale, c'était le premier jour des inondations de 2021. Et donc, le lendemain de mon premier jour, j'étais déjà en crise, en phase fédérale de gestion de crise. Voilà. Ce qui était allez, c'était dramatique tout ce qui se passait sur le terrain et c'était très enrichissant en termes d'expérience en communication de crise pour ma part. Donc, je retourne à mon scénario de crise cyber qui a emmené une coupure d'électricité générale qui sera moins grave que ce que je décris. On le sait, tu me l'as expliqué. Nous avons un niveau de maturité qui est suffisant pour estimer que si ça devait arriver, les conséquences ne seraient pas si graves. Mais je voudrais qu'on aborde maintenant le côté personnel, le côté familial. C'est-à-dire que moi, de mon côté, je ne vais pas paniquer, je ne dois de toute façon paniquer, je pense que ça c'est une recommandation très importante, mais comment est-ce que je me prépare à une éventuelle crise? Comment est-ce que je peux, moi, sans commencer à créer des tranchées et mettre un bunker au-dessous de ma maison, de manière intelligente, me préparer à une crise quelle qu'elle soit? Il faut savoir tout d'abord que allez, il faut bien sensibiliser la population en général sur le fait que les autorités se préparent, hein, et se préparent constamment, en continu, à toutes sortes de risques. Et dans la même optique, tout le monde, depuis la maison, peut déjà adopter quelques bons réflexes pour être prêt à faire face à une multitude de risques potentiels. Alors, c'est quoi ces bons réflexes? On a beaucoup parlé récemment du kit d'urgence. Pour la petite info, on en parle beaucoup maintenant, mais ça fait des années et des années que le Centre de crise national encourage la population en Belgique à établir un kit d'urgence, que ce soit pour des coupures de courant prolongées, vu qu'on en parle, pour une inondation, pour, je ne sais pas, un incident dans une centrale nucléaire. Euh, donc voilà, c'est pas nouveau, ce kit d'urgence. Et ça peut être accompagné évidemment de plusieurs autres bons réflexes, notamment le fait d'établir un plan d'urgence familial. Est-ce que tout le monde dans la famille sait où on peut couper le gaz, l'eau, l'électricité en cas d'urgence? Est-ce qu'on a déjà testé le fait de sortir le plus rapidement possible de la maison? Quel est le chemin le plus court? Il y a aussi toute cette notion de solidarité aussi qui revient dans la situation d'urgence. Est-ce que je connais mes voisins?
est-ce que quelqu'un dans mon entourage, dans mon voisinage est une personne vulnérable? Et s'il y a une situation d'urgence, peut-être je devrais penser à pouvoir aller l'informer, à pouvoir l'aider. Donc tout ça, c'est des bons réflexes qu'on conseille euh, à toute la population, de même que le premier réflexe, c'est de s'informer. Alors sur notre site internet, donc le www.centredecrise.be, on a déjà l'explication de toute une multitude de risques au niveau national, mais la communication sur les risques, c'est une responsabilité du Centre de crise national, mais aussi de chaque province et de chaque commune. Donc n'hésitez pas, en tant que citoyen, à aller voir un peu sur le site de la commune, à vous informer. Tiens, est-ce que ma maison se trouve dans une zone inondable? Tiens, est-ce que j'habite pas loin d'une usine avec des produits chimiques? Donc tout ça, c'est des bons réflexes qui font que si jamais il se passe un accident un jour, vous êtes déjà un pas en avant dans la réaction à avoir face à la crise. Mhm. Et c'est rigolo parce que moi, il y a un autre conseil que je me permets de donner. On a préparé cet épisode, donc je le disais, un peu avant ce qui s'est passé en Espagne. Mais la première réaction, moi, après la longue discussion qu'on a pu avoir en préparation, c'était de discuter autour de la table pendant le dîner avec mes enfants, avec ma femme. Et donc, j'ai appris que, et tu me confirmeras ou tu m'affirmeras si j'ai dit une bêtise, mais on est censé pouvoir être autonome pendant 72 heures, quoi qu'il se passe en Belgique. Tu confirmes que c'est juste? C'est bien 72 heures? C'est en tout cas ce qui est préconisé par Madame Labib, hein. C'est ce qu'elle a construit comme vidéo et comme recommandation. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo Non, qu'elle a pas faite sur encore. le kit de survie. Elle l'appelle le kit de survie. Nous, sur notre site web, c'est encore kit d'urgence. Et donc, effectivement, elle préconise de pouvoir être autonome pendant 72 heures. Bah voilà, merci. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont l'apprendre. Mais la première chose, c'était de discuter avec les enfants, avec ma femme, en disant voilà, tiens, en fait, qu'est-ce que pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Bah bon, on a des poules, on aura des œufs pendant 72 heures, ça c'est déjà cool. Comment est-ce qu'on aura de l'eau? Ah oui, c'est vrai, on avait acheté des bonbonnes d'eau pendant le Covid qu'on a fini par boire parce que bon, au bout d'un temps, mais peut-être qu'on pourrait en racheter, et puis une fois de temps en temps les changer. On va pas faire un stock énorme de papier toilette, mais réfléchir, en fait, déjà, c'est, je pense, commencer à se préparer sans acheter quoi que ce soit. C'est de dire, tiens, si on communiquait. C'est là qu'on s'est dit, tiens, mais nous, on a une voiture électrique. Oh, bah, ça va. On a de l'électricité pour notre téléphone pendant des semaines, si c'est nécessaire. On va peut-être pas pouvoir rouler pendant des semaines, mais la voiture, c'est une énorme batterie. On peut aussi charger nos ordinateurs. Pour autant qu'on ait de l'Internet, on pourra à nouveau communiquer. C'est marrant de voir ce qu'on a et ce qu'on n'a pas aussi. Et après, de réfléchir, OK, qu'est-ce que je vais changer? Par exemple, on avait une discussion sur les panneaux solaires. On me disait, ah, mais les panneaux solaires, mais les enfants disaient, on a des panneaux solaires, on peut les utiliser. Et non, il y a certains panneaux solaires, s'il n'y a pas d'électricité, ils servent à rien. Et donc, c'est intéressant, je pense, de faire le tour de sa maison et de se dire, voilà, si on devait tenir pendant 72 heures, est-ce qu'on a assez à manger? Ouais, je pense qu'on peut. On va peut-être pas faire des gueuletons, on va pas faire des grands repas à chaque fois, mais on peut tenir. Est-ce que l'eau, on peut tenir? Et je dirais que c'est peut-être ça la première chose à faire, en fait. C'est tout à fait pertinent, hein, ce que tu dis, évidemment. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est vrai qu'il faut pouvoir en discuter en famille. Un kit d'urgence, ça doit être mis à un endroit où tous les membres de la famille peuvent y accéder, évidemment. Il faut pouvoir aussi de temps en temps aller voir ce qu'il y a dedans. Est-ce que les bouteilles d'eau que j'ai mises de côté, elles sont encore bonnes? Est-ce que les allumettes sont pas humides? Alors qu'on conseille un briquet, hein, évidemment, à la place des allumettes. Mais voilà, tout ce genre de réflexe, ça doit être discuté en famille. Et il n'y a pas que ça, hein. Moi, je discute avec mes enfants, bah tiens, si un jour il y a un problème, est-ce que euh, il suffit de composer le 112 pour pouvoir appeler si vous voyez quelqu'un qui a un accident. Donc c'est déjà aussi un bon réflexe à inculquer à la famille. Et si je vais encore plus loin, nous, dans le futur, quand je dis nous, c'est le Centre de crise nationale et aussi les différentes autorités, on se dit que c'est vraiment pas mal de travailler avec les écoles. On a tout un programme qui s'appelle Be Ready. Je ne sais pas si tu as vu ça sur notre site web. Donc, c'est vraiment des leçons clés sur porte à donner aux enseignants de primaire, donc selon le degré de primaire. Et il y a vraiment des fiches sur les différents risques avec des jeux. Enfin, c'est tourné de manière ludique, mais c'est vraiment pour toucher les enfants des écoles et via eux, les parents, les grands-parents. Et je pense qu'il y a un grand effort qu'on doit faire et encore un gros travail à faire pour augmenter en fait la culture du risque en Belgique, hein, qui n'est pas celle de par exemple, enfin, qui existe par exemple au Japon où tous les élèves savent ce qu'il faut faire en cas de tremblement de terre. On n'a pas encore
On n'a pas encore ça en Belgique. J'aimerais revenir sur ce fameux kit d'urgence, parce qu'on en a parlé 2 fois. Tu peux juste, alors peut-être pas de manière exhaustive, mais m'expliquer en gros ce qu'il y a dedans, ce que vous recommandez d'avoir chez soi pour un cas de crise? Alors nous, on recommande évidemment d'avoir une trousse de soins, hein, une trousse de premier secours. Et si quelqu'un de votre famille a un traitement particulier, c'est toujours bien d'avoir aussi une boîte de ce médicament de côté, euh, tout en rappelant qu'il faut aller vérifier de temps en temps si c'est encore valide. Alors, l'expérience des inondations nous a aussi montré que c'était intéressant d'avoir une copie des contrats d'assurance, des documents d'identité. Enfin, s'il y a plus de courant, si tous les enfin, si on n'a plus Internet, ben c'est pratique d'avoir ces documents à portée de main. Un couteau suisse, une radio à pile. Alors on parlait des radios, hein. C'est vrai que c'est pas l'objet le plus courant dans les familles, et pourtant c'est vrai que c'est un média, c'est un canal via lequel les autorités pourraient communiquer, surtout dans le cas de figure où il y a plus d'électricité, où il y a plus d'internet. Euh, donc c'est vraiment un canal qu'on recommande quand même à la population de pouvoir l'utiliser. Et comme tu le disais aussi, et ça il y a eu un reportage sur un média belge il n'y a pas longtemps sur le kit d'urgence qui interviewait des gens dans la rue. Eh ben, il y avait deux personnes qui disaient, ben, moi j'ai pas vraiment de kit d'urgence, mais quand je regarde la liste des objets, ben, en fait j'ai à peu près tout dans ma maison, quoi. C'est juste que rien n'est rassemblé au même endroit. Et donc le réflexe, c'est juste d'essayer de rassembler et d'y réfléchir, quoi. Et si la menace est extérieure à la maison, on a de toute façon le temps de rassembler les objets. Je veux dire, dans les discussions qu'on avait à table, dont je parlais tout à l'heure avec mes enfants, heu, ils ont appris qu'on avait des extincteurs dans la maison. «Ah bon? Et où?» «Bah là». «Ah OK, bah merci, maintenant on sait». Bêtement, alors qu'ils sont là depuis toujours les extincteurs. Il y a des détecteurs de fumée et de CO2, il y a des extincteurs. Les enfants ne le savaient même pas. Et est-ce que ça vaut le coup d'avoir aussi une liste des numéros importants à appeler, en cas de crise Oui, ou c'est certain, parce qu'on parle du kit d'urgence quand il y a une menace extérieure et qu'on doit rester à l'abri dans la maison, mais il y a aussi des situations d'urgence où justement vous devez évacuer rapidement. Et donc, ben, c'est pratique d'avoir un kit d'urgence où tout est rassemblé, vous pouvez le prendre, évacuer rapidement, et vous n'avez pas votre GSM, mais vous avez dans votre kit d'urgence tous les numéros utiles que vous pouvez contacter par la suite. et puis il y a le côté professionnel, là c'est moins votre domaine, mais on a vécu un petit peu ça, au niveau du covid. Moi je travaille dans le secteur privé et c'était super, allez, le timing était plutôt amusant parce que on a vu le covid arriver, on savait qu'il y avait des chances qu'on allait devoir travailler de la maison et donc l'entreprise pour laquelle je travaille nous a dit un vendredi: «Écoutez, ce vendredi, on veut que tout le monde travaille de la maison juste pour voir si ça fonctionne». Parce qu'on n'a jamais fait une crise de nos systèmes avec tout le monde à la maison. On a déjà fait plein de tests pour voir si ça marche quand il y a un certain nombre d'employés, mais tout le monde d'un coup, est-ce que ça va tenir la charge? Bonne nouvelle, ça a tenu la charge. Mauvaise nouvelle, c'est que le vendredi en question, à midi, on nous a dit: «Ah bah, de toute façon, le centre de crise a dit, à partir de maintenant, tout le monde travaille à la maison». On y était juste un jour en avance. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce au Covid et pour autant que la crise, le permette encore, c'est-à-dire d'avoir une activité professionnelle, les entreprises sont plutôt bien préparées à avoir les employés, chez eux et à continuer à fonctionner. En tout cas pour beaucoup de secteurs. On sait que certains ont été plus impactés que d'autres par la crise du Covid. Hem mais j'ai envie de dire que maintenant, on sait que l'impact professionnel et économique, il va lui aussi être moins grave que ce qu'on pourrait imaginer quand on fait un plan de crise où on imagine les pires cas de figure. En effet, alors moi, en tant que communicant, je ne suis pas responsable de la décision des crises, hein. Moi, je vais les communiquer. Mais ce qui va se passer dans ce cas de figure, eh bien, au niveau national, il va y avoir plusieurs cellules de crise qui vont être activées, et notamment une cellule de crise au centre de crise national avec le ministre de l'Intérieur, avec tous les partenaires concernés. Et c'est dans cette cellule qu'on appelle le Comité fédéral de coordination que vont être décidées toutes les mesures à prendre. Qu'est-ce qui se passe niveau mobilité? Qu'est-ce qui se passe niveau de soins de santé? Qu'est-ce qui se passe niveau école? Qu'est-ce qui se passe niveau emploi? Et toutes les mesures vont être décidées au sein de ce comité fédéral de coordination et puis vont être validées par le niveau politique et communiquées à la population. C'est comme ça que ça va se passer lors d'une phase fédérale de gestion de crise.
Comment est-ce qu'on gère dans ce genre de cas? Et je vais retourner à ma crise grave d'électrique virtuelle suite à une cyberattaque. Vous avez déjà eu des cas dans les crises où il y a une panique ou une incertitude profonde qui peut aggraver la gestion de la crise? Bah, c'est sûr que je travaillais pas encore au Centre de crise nationale pour le début du Covid, mais tout ce qui s'est passé, par exemple, avec le papier toilette et la ruée vers les magasins, ça peut mener à quelque chose de plus grave. Euh, une crise au niveau national, telle qu'une pénurie d'électricité au niveau national, évidemment, il y a ce genre de problème, mais il y a aussi tous des problèmes d'ordre public qui pourraient arriver. Du pillage, des vols, tout ça, ça doit faire l'objet d'une analyse et on doit pouvoir travailler avec tous les partenaires, notamment les services de police, pour pouvoir veiller à ce que ça n'arrive pas, quoi. Ça m'amuse parce que j'écoutais un podcast l'autre jour, et enfin même pas ce week-end d'ailleurs, sur ce qui s'est passé en Espagne. Et ils expliquaient heureusement que ça se passe pas ici parce que sinon les gens se rueraient dans les magasins pour acheter des papiers toilettes. Ce qui est rigolo parce que c'est vraiment l'image qui est restée dans la mémoire collective du début de Covid. Mais en fait, c'est pas vrai. Si on avait vraiment une grosse coupure d'électricité, une qui impacterait vraiment, ils ont pas d'électricité pour ouvrir les rideaux électriques des magasins, ils ont plus de caisse, ils ont même pas de moyen de scanner le prix de ce rouleau de papier toilette qui attend dans votre caddie. Et puis de toute façon, il y a plus de caisse, il y a plus de paiement. On ne sait plus payer par carte. Ah, si vous avez un peu de cash, peut-être, mais ça va pas durer longtemps, ils ont plus de liquide. Donc de toute façon, en imaginant qu'elle arrive vraiment cette crise, ça va aussi impacter le fait que on va pas pouvoir faire des courses, en tout cas au départ, et ça servira à rien de se ruer dans les magasins de toute façon. C'est certain, et comme je reviens sur ce qu'on avait dit en introduction, je pense, on identifie et on analyse les grands risques au niveau national, dont la menace d'un blackout électrique, par exemple, sur le pays. Et comment on fait cette analyse? On essaye d'évaluer à la fois la probabilité que ça se passe. Pour une pénurie électrique, la probabilité est faible, et l'impact que ça aurait sur la société belge. Et c'est sûr que même si la probabilité est faible, si ça se passe, c'est un des risques qui aurait le plus d'impact sur la population en Belgique. Ça m'amène gentiment à la conclusion. Aujourd'hui, si on se prépare, on sait comment réagir et on ne doit pas le faire tout seul, hein, tu l'as dit, il y a le centre de crise. Je vais mettre aussi votre site internet dans les notes de l'émission parce que je pense que ça vaut le coup pour les gens qui nous écoutent d'aller voir, d'aller lire, de se renseigner et donc de mieux être préparé et de limiter les risques de panique, hein, dont on peut parler en cas de crise. J'ai quand même une toute dernière question. Tu en as un tout petit peu parlé au niveau des voisins et de la famille, mais voilà, j'ai ma grand-mère qui habite mais à l'autre bout de la Belgique. Et là, pour le coup, il y a plus d'essence dans la voiture. Et puis, comme il y a plus d'électricité, je peux pas faire le plein. Comment je me rassure? Eh bien, déjà, s'il se passe quelque chose, et ça, je ne l'ai pas dit hein, quand on a mentionné Bialert, mais imaginons que il se passe quelque chose dans la commune où habite ta grand-mère, eh bien, tu peux, toi, t'inscrire à Bialert et enregistrer l'adresse de ta grand-mère. Et s'il se passe quelque chose dans sa commune, tu vas aussi recevoir le message de Bialert. Et déjà, tu vas être informé. Alors ça, c'est quand il n'y a pas de pénurie électrique, évidemment. Si on est en blackout total, ça c'est une autre histoire. Mais tu as une voiture électrique et peut-être que tu pourras aller jusque-là, je l'espère. Je ne rentrerai peut-être pas, mais je serai chez ma grand-mère. Et donc, en pratique, je peux contacter sa commune, par exemple, et leur expliquer qu'elle est en situation vulnérable, la police peut-être même. Il y aura de toute façon des procédures oui, via les autorités locales, via les zones de police locales qui vont devoir réagir. Et si, par exemple, nous, on conseille à la population d'avoir un kit d'urgence, de s'inscrire à Bialert, c'est aussi pour permettre, lors d'une situation d'urgence réelle, de permettre aux services de secours de se concentrer vraiment sur les personnes qui en ont le plus besoin, sur les personnes vulnérables. Et en attendant, toi, tu as ton kit d'urgence, tu peux attendre quelques heures le temps que toutes ces personnes soient mises hors de danger. Super. Donc, vous l'avez entendu, préparez-vous, ne paniquez pas, ça sert à rien. D'abord, le centre de crise est là pour vous aider au niveau national, mais aussi, si vous avez des questions, allez voir votre commune et posez-leur les questions. Ils sont là pour vous aider. Préparez-vous, il y a le kit d'urgence. On n'a pas parlé de powerbank, mais je pense que de toute façon, aujourd'hui, quasiment tout le monde en a. Mais tout le monde en a, mais elles ne sont pas toujours chargées.
parce que je la charge quand je pars en week-end, je l'utilise, pardon, quand je pars en week-end. Je rentre, ouais, je la chargerai la veille du jour où je vais repartir. Bah non, c'est peut-être malin de la recharger tout de suite et puis de la ranger. Allez voir sur le site de BeAlert, inscrivez-vous, allez sur le site du Centre national de crise, lisez les informations, peut-être regardez ce qui vous manque dans votre propre kit d'urgence à vous. Qu'est-ce qui manque là encore? On peut toujours se renseigner hein, sur son environnement immédiat, hein, comme je l'ai précisé. Et aussi, ce qui est important, mais on sort du cadre de pénurie électrique, ben, c'est suivre les comptes officiels de votre commune, de votre province sur les réseaux sociaux, parce que c'est via aussi ces canaux enfin, ces moyens de communication que les autorités vont communiquer des informations officielles. On n'en a pas parlé, mais une situation de crise, ça va amener plein d'acteurs malveillants sur les réseaux sociaux qui vont essayer de propager ben, enfin, de la désinformation, qui vont vouloir polariser la population. Et donc, c'est important de faire attention à tout ça et de bien prendre en compte les informations officielles qui sont diffusées par les autorités. Et là, tu me lances sur mon domaine parce qu'effectivement, quand on a eu le Covid, on a vu des gens qui vendaient des masques qui n'existaient pas, qui demandaient de faire des dons en Ukraine pour des associations qui n'existaient pas. Donc effectivement, c'est un très très bon conseil. Suivez les canaux officiels et ne donnez pas d'argent en dehors des canaux officiels ou des institutions officielles si vous devez le faire. Et surtout, n'achetez pas des choses qui sont en pénurie partout parce que par chance, quelqu'un l'aurait et pas les autres. Non, il l'a pas. Il est juste en train d'essayer de voler votre argent. Merci Thomas, c'était super intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses. J'espère que vous qui nous écoutez, vous avez aussi appris plein de choses. Je te souhaite une très bonne soirée. Merci à toi pour l'invitation en tout cas, et bonne soirée à tout le monde. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode un petit peu spécial de CyberTalk. J'espère que ça vous a plu. C'est évidemment le podcast de la Cyber Security Coalition. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les informations sur la coalition sur son site internet www.cybersecuritycoalition.be en un seul mot. Le lien, celui-là aussi, sera dans les notes de l'épisode. Si vous n'êtes pas membre de la coalition, eh bien vous trouverez sur son site toutes les informations pour le devenir. Et pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant quand est-ce que vous nous écoutez. Je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de CyberTalk. Prenez soin de vous et de votre sécurité en ligne.